Coucou et bienvenue sur ce premier épisode de podcast. Je suis Ophélie, créatrice du compte Instagram Hypnose et TOC, où je partage des conseils, des informations et mes réflexions autour des TOC, et notamment le TOC du couple, les phobies d'impulsion, mais aussi sur l'anxiété. J'ai exercé pendant 2 ans en tant que maître praticienne en hypnose et j'ai choisi d'orienter mon activité vers le digital pour sensibiliser davantage sur les TOC. Et en tant qu'ancienne concernée par le sujet parce que j'avais le TOC du couple. Mon objectif, c'est de faire en sorte que ce sujet soit mieux compris, plus visible, pour aider un maximum de personnes, parce qu'il fait souffrir, c'est aussi parfois le tabou et le manque d'informations autour des TOC. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle spécialisée dans les TOC et que je ne pose aucun diagnostic. Mon but, c'est simplement de partager ce qui m'a aidé, ce qui a été puissant pour moi, et de te transmettre des informations qui sont issues de mes recherches personnelles. Je vais surtout me cibler ici sur les TOC mentaux plutôt que les TOC physiques, même si pour certains points que je vais aborder dans le podcast, ça peut concerner aussi les TOC physiques, mais ça te parlera plus si tu as des TOC, ou en tout cas si tu as des pensées en général qui t'angoissent, que tu cherches à lutter contre elles, que tu te poses aussi beaucoup de questions et qu'en fait ces questionnements-là deviennent une obsession et qu'ensuite ça te génère de l'anxiété. C'est ce qu'on peut appeler par exemple en général un trouble purement obsessionnel. Mais les TOC mentaux, ça concerne aussi les personnes qui ont des phobies d'impulsion, des personnes qui ont le TOC du couple, qu'on appelle aussi le ROCD, le TOC homo, donc la peur obsessionnelle d'avoir une autre orientation sexuelle, et donc que ça soulèverait par exemple l'obligation de rompre avec son ou sa partenaire actuelle. Ça peut aussi engendrer d'autres types d'obsessions, bien sûr, là je donne juste un exemple. Bon, je pense que ce sera un épisode un peu random, parce que c'est mon premier, et j'ai envie de te dire beaucoup de choses, un peu tout ce qui peut me passer par la tête par rapport à ce sujet de déconnecter avec les pensées, et déconnecter avec le mécanisme des TOC et des pensées obsessionnelles. Alors pourquoi une pensée, quelle qu'elle soit, reste dans notre esprit ? Je vais reprendre un exemple qu'on donne souvent, c'est peut-être un peu rébarbatif, mais c'est vrai que ça illustre bien le fonctionnement d'une pensée. C'est le fait de dire de ne pas penser à un éléphant rose. On sait qu'on va forcément y penser. Là, si on fait un test, bon, je te demande pas de faire le test, mais c'est juste un exemple. On se chronomètre par exemple pendant 1 minute, et pendant 1 minute, on a interdiction de penser à un éléphant rose. Dès qu'on y pense, on recommence le chronomètre et ainsi de suite. On le remet à 0. Là, je te demande pas de te chronométrer là et de faire l'exercice parce qu'on sait que de toute façon, et je te le dis tout de suite et je pense que tu le sais aussi, on ne va pas y arriver. Mais en fait, justement, plus on recommence, plus on va penser à l'éléphant rose. Alors, plus on remet le chronomètre à 0 et plus on va penser à l'éléphant rose juste parce que de principe, on va se dire il faut pas que j'y pense. Donc on va y penser. Parce qu'en fait, on sera focalisé dessus. On sait qu'on ne doit pas penser à l'éléphant rose, et juste le fait de l'évoquer, tout de suite, en fait, l'image, elle apparaît. Et la pensée qu'on n'a justement pas le droit de penser pour l'exercice, elle va justement, en fait, être amplifiée. Ça en devient alors une pensée qu'on appelle une pensée obsessionnelle. On s'interdit de l'avoir dans notre tête, donc cette pensée-là, elle nous obsède, parce qu'on se dit, j'ai pas le droit de penser à cette image. Donc là, si je prends l'exemple de la phobie d'impulsion, l'image de se voir faire du mal à quelqu'un, commettre un meurtre, etc., etc. Voilà, là, je suis vraiment dans le cadre des phobies d'impulsion, mais ça s'applique à tout type de pensée obsessionnelle, peu importe le trouble. Et on peut aussi comprendre, si on revient à l'éléphant rose, même si là, dans le cas de l'éléphant rose, évidemment, il n'y a pas d'angoisse. Si vraiment je te dis là, fais cet exercice jusqu'à réussir à ne pas penser pendant 1 minute, tu auras une certaine pression à te dire, il faut absolument que je n'y pense pas. Donc là, je parle vraiment que de l'éléphant rose. Là, c'est vraiment le côté défi. Il faut pas que je pense à l'éléphant rose. Et en fait, vu que ça va être très compliqué, tu vas ressentir de la frustration et peut-être aussi de la colère à ne pas réussir à ne pas y penser. Surtout si, par exemple, je te propose, une récompense, 100 000 € à la clé si jamais tu y arrives. Ça va être encore plus frustrant, ça va encore générer plus de colère. Et là, je te parle de cet exemple-là qui est tout à fait banal, tout à fait anodin, mais la pensée obsessionnelle qui est là et dont tu veux te débarrasser, tu veux pas la chasser pendant 1 minute. Tu veux ne plus l'avoir pendant beaucoup plus longtemps que ça, voire qu'elle ne revienne jamais.
Et je sais pas si tu te rends compte du truc qui se passe. En fait, le contrôle, tu vas le retourner contre toi parce que tu ne pourras pas contrôler ton esprit. Mais en fait, c'est juste que c'est impossible de contrôler ton esprit et tes pensées. C'est impossible, en fait. Et c'est humain, qu'on ait des tocs ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs. Après, un petit aparté, il y a des gens, donc j'avais vu ça dans des vidéos, qui parlent par exemple de méditation, des personnes qui s'entraînent à vider leur esprit de toute pensée pendant 1 minute, et à force de s'entraîner, elles parviennent vraiment à vider leur tête. Donc voilà, à force d'entraînement. Après, tant mieux pour ces personnes-là, c'est peut-être très intéressant de le faire, c'est peut-être un moyen efficace de se vider la tête, mais bon, là on parle d'un trouble, et c'est vrai que c'est quand même très très dur de se forcer à ne pas penser. Et en fait, ces personnes-là qui font cet exercice-là, elles le font vraiment dans un but de développement personnel, mais elles n'ont pas de problème avec des pensées obsessionnelles. Voilà. En tout cas, là, si je reviens justement aux pensées dérangeantes ou horribles, quand on souffre un TOC mental, du TOC du couple par exemple, ou bien de phobie d'impulsion, le fait de se focaliser dessus, sur la pensée, elle va être de plus en plus présente. Surtout aussi quand on cherche des explications à la pensée, quand on se demande mais quelle signification elle peut avoir. Les images, les scènes qu'on se fait dans sa tête, elles seront même pires. Le fait de se poser des questions, ça crée aussi en fait une accumulation de pensées, c'est-à-dire qu'à partir de questions, on part d'une simple pensée au départ, puis en fait, on va en générer d'autres, des pensées qui seront encore plus angoissantes, et en fait, c'est là qu'on peut arriver vers une forme de persuasion. On peut en venir même avec la frustration, une certaine colère qui aurait pu alimenter une certaine pensée, et la rendre réelle aussi, pourquoi pas. L'angoisse, la peur, on peut même en venir à se dire, mais attends, j'avais pas pensé à ça en fait, mais si ma pensée horrible elle est là, c'est aussi parce que je suis forcément une personne mauvaise. Ah oui, et puis là, bah, ça me ramène à la pensée que j'avais eue il y a 3 mois. On va revenir sur une pensée qu'on avait eue il y a plusieurs mois auparavant, qu'on s'était dit, bah, on l'avait mise de côté, mais en fait, on l'avait pas totalement oublié, donc on revient dessus. Ça crée une forme de persuasion derrière. Et en fait, l'alimentation, le TOC, il va être alimenté en fait comme ça, de toute façon. Voilà. Il y a quelque chose, une angoisse qui va être de plus en plus forte. Et en fait, il y a une persuasion vraiment qui est là derrière. Et très 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 importante. J'étais tombée sur le podcast Métamorphose, éveille ta conscience. Je sais pas si tu connais, tu peux le trouver sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description. J'adore ce podcast et je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'il y a énormément d'informations sur plein de sujets différents, pardon. Et vraiment, il passe par tous les types de thématiques. Donc là, par exemple, si je te parle de ce podcast juste comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà abordé le sujet des TOC, par exemple, avec des interviews de professionnels, de psychiatres, de médecins. Et ils ont parlé à un moment donné de thérapie cognitive et comportementale, les TCC, qui représentent les thérapies les plus efficaces pour les TOC et puis les phobies. Donc la TCC, je vais la décrire, mais plus tard, à la fin du podcast, si tu restes jusqu'ici, d'ici là. Et en fait, il parle de plein de thématiques autour de la psychologie aussi, hein, plein d'autres choses en dehors des talks, si jamais ça t'intéresse, si t'aimes bien un petit peu écouter des choses comme ça, des podcasts un petit peu sur plein de sujets différents. Il y a plein de choses sur l'amour, la famille, l'hypersensibilité. Je crois qu'il y a quelque chose sur les troubles de l'apprentissage, peut-être. Enfin, vraiment, c'est super varié. Il y a aussi des sujets qui sont tournés un peu plus sur l'énergétique, la santé holistique, par exemple avec l'alimentation. Ils ont déjà aussi parlé de généalogie. Enfin voilà, c'est vraiment super complet. Après, je te dis tout ça, bon, c'est des podcasts, bien sûr, c'est des épisodes qui sont séparés. Quand on parle de psychologie, de troubles, de dépression, d'anxiété, évidemment, on n'associe pas forcément l'énergétique avec. Hein, c'est vraiment 2 épisodes qui sont vraiment totalement différents. Quand on est sur le cas d'une maladie ou d'un trouble, on va vraiment être axé sur la psychologie, la psychothérapie, la psychiatrie aussi au besoin. Mais en fait, là, je dis juste que c'est un podcast qui a une certaine ouverture sur d'autres types d'épisodes, sur d'autres types de sujets qui vont être différents, comme ceux que je viens de citer. Bon, c'était juste un partage, en tout cas par rapport au podcast, mais si je vous en parle, c'est pour parler en fait de l'importance de défusionner avec ses pensées.
Donc en fait, ça revient à mon titre du podcast qui était déconnecté de ses pensées. Mais défusionner, en fait, c'était un terme qui venait d'un de leurs épisodes que je mettrai en fait également dans la description. En fait, j'ai trouvé que ce terme défusionner, il était assez puissant et très parlant quand on parle de pensée obsessionnelle justement ou de TOC ou de troubles purement obsessionnels sans compulsion physique, peu importe. Je prends l'exemple de quelques que TOC, mais je peux pas tout aborder parce qu'il en existe beaucoup et sous des formes très différentes parce qu'on est forcément des personnes aussi très différentes, donc forcément la manifestation des pensées obsédantes, quelle qu'elle soit, elle va être différente d'une personne à une autre, donc on peut pas calquer non plus sa situation à une autre personne. Ça, je trouve que des fois on n'en parle pas assez, mais en fait, voilà, on est tous, c'est toujours en fait individuel, mais peu importe en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, dans tous les cas, c'est de chercher à défusionner avec ses pensées. Et ce que je veux dire par là, défusionner en fait, c'est le contraire de lutter contre les pensées. Quand on lutte, on est dans une forme de fusion en fait avec les pensées. Alors c'est pas la fusion, c'est-à-dire ça veut pas dire que tu es la pensée quand je parle de fusion. Au contraire, c'est pas la fusion dans le sens où tu fusionnes avec elle ou que tu es en accord. C'est pas du tout ça. En fait, tu fusionnes avec la pensée parce qu'en cherchant à lutter contre cette pensée qui est pour toi dérangeante, tu lui accordes de l'importance. Tu lui accordes en fait du crédit et donc elle va forcément s'amplifier. Donc toujours le même cas, comme j'avais abordé tout à l'heure pour l'éléphant rose par exemple. De la même manière que l'exemple que j'ai pris au tout début, voilà, tu seras contrôlé par la pensée et par ton esprit aussi. Et là, tu vas sûrement te demander ce que je veux dire par esprit. En fait, je fais plutôt référence, et ça je trouve que c'est assez intéressant de le dire, je fais référence à l'état d'esprit. Le fait d'accorder de l'importance à des pensées obsessionnelles, ça te met dans un état d'inquiétude. Donc tu n'es potentiellement pas dans un rapport positif avec les pensées obsessionnelles, ni dans un rapport positif avec toi-même, par exemple si tu as le TOC du couple ou bien des phobies d'impulsion, t'es pas dans un rapport positif en fait. Parce que quand tu as des phobies d'impulsion, quelque part, tu remets aussi en question, pardon, ta capacité à ne pas faire de mal à quelqu'un. Alors que clairement, tu feras jamais de mal à qui que ce soit. Tu ne veux que le bien, et c'est pour ça que ces pensées, cette peur d'être finalement potentiellement une mauvaise personne, t'obsède tellement. C'est pour ça. Pour le TOC du couple, par exemple, tu remets en question ta capacité d'aimer. Quand les angoisses sont tournées sur le doute de tes propres sentiments, par exemple, envers ton ou ta partenaire, ou tu remets en question le fait de pouvoir être aimé par quelqu'un d'autre, pas forcément en lien avec un manque de confiance en soi ou de la dépendance affective, par exemple. Ça peut être lié comme ça peut ne pas l'être, et là encore une fois, c'est propre à chacun, et je pense que c'est dans le cadre d'une thérapie adaptée que tu es aiguillé là-dessus, parce que comme je le dis, on est tous et toutes différents, différentes. Et au-delà des TOC et de leurs définitions respectives, on est des personnes différentes. En tout cas, ces pensées, peu importe quel TOC tu peux avoir ou quelle angoisse ou quelle peur, elles te plombent. Et en fait, c'est dans cet état d'angoisse qu'elles te maintiennent. Garde bien ça à l'esprit. Et je sais que c'est tout un travail. Tu ne veux pas de ces pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Tu es une personne aimante, tu mérites l'amour, tu as le droit de le recevoir. Et c'est à toi que je parle si ton obsession est tournée vers ta relation de couple. Je ne sais pas si tu as besoin d'entendre ça, mais je te le dis quand même. Tu as le droit. Tu ne veux que le bien si tu as des phobies d'impulsion. Tu ne veux vraiment que le bien, que le bien. Voilà, j'ai l'impression de faire une séance d'hypnose quand je fais ça avec ces affirmations, mais c'est pas des paroles en l'air, c'est... Je sais pas si ça t'aidera, mais tu as le droit de prendre ces paroles pour toi et pour ton bien-être. Voilà. Quand tu angoisses vis-à-vis des pensées, c'est que tu veux à tout prix tout contrôler pour ne pas qu'elles se produisent dans la vie, dans la réalité en fait. Il n'y a pas d'impulsivité possible. Tu réfléchis trop justement pour pouvoir passer à l'acte et pour que ta pensée soit le reflet de ce que tu veux vraiment, ou encore de ce que tu ressens vraiment, ou alors ce que tu penses devoir faire. En fait, voilà, tu dois rien, quoi. Tu dois rien vis-à-vis de ces pensées, vis-à-vis de cette phobie, vis-à-vis de ces tocs. Et ça me fait penser à une phrase tellement vraie, et aussi que je trouve assez puissante. Ça pourrait être un mantra pour celles et ceux qui ont le toc du couple, je l'avais déjà dit à certaines personnes. L'amour, c'est pas ressentir, c'est choisir.
Voilà, je répète mon mantra, l'amour ce n'est pas ressentir, c'est choisir. Ça signifie qu'au-delà de parler de sentiments, de ressentir de l'amour qui est surtout de l'ordre de la passion, mais que tout le monde ne passe pas forcément par là pour vivre une relation, ça signifie que l'amour c'est un choix. C'est choisir de vivre ce qu'on a à vivre avec une personne. Mais cette phrase, elle s'applique pas que à stock du couple. Là, par exemple, ça s'applique aussi à toutes les autres angoisses, tous les autres types de tocs. Tu peux choisir en toutes circonstances ce que tu fais des pensées. T'as le contrôle dessus. Dans l'épisode du podcast Métamorphose, justement où il y avait ce terme de défusionner de ses pensées, le psychiatre il a abordé une notion intéressante qui justifie aussi en quelque sorte l'idée de garder le contrôle. C'est cette notion qui s'appelle la pensée hameçon. La pensée hameçon, c'est l'image de est-ce que c'est le poisson qui attrape l'hameçon, qui mord à l'hameçon, ou est-ce que c'est l'hameçon qui attrape le poisson? Je la refais. Est-ce que c'est le poisson qui attrape l'hameçon ou est-ce que c'est l'hameçon qui attrape le poisson? Et là, je vais m'expliquer sur ce que ça veut dire. Autrement dit, est-ce que c'est la pensée qui attrape le penseur ou est-ce que c'est le penseur qui s'accroche à sa pensée? Et là, je reviens sur la même chose. Tu as le choix de rester sur la pensée ou au contraire de ne plus y prêter attention. Et aussi, cette phrase, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle incite à arrêter de se demander de quelle nature est la pensée. De quelle nature? Ça veut dire peu importe, en fait, si c'est une pensée intrusive. Ou si, en tant que penseur, tu as vraiment eu cette pensée par toi-même. Voilà, est-ce que c'est toi qui l'as pensé? Est-ce que c'est arrivé tout seul? On s'en fiche, ça n'a aucune importance. Tu l'as vraiment pensé, cette pensée? On s'en fiche. On s'en fout. T'es un humain, c'est normal. T'as le contrôle. Et surtout, peu importe, tout va bien. Il y a une technique qui aide beaucoup quand on est très anxieux et dans le cas aussi des TOC, c'est la pleine conscience. Ça paraît bateau parce que c'est un terme qu'on aborde en fait de plus en plus et je trouve que parfois on peut avoir l'impression que ça veut rien dire en fait pleine conscience. Mais en vrai c'est bénéfique et moi-même de mon côté ça m'avait pas mal aidé quand j'avais le TOC du couple. Ce qu'on met derrière la pleine conscience en fait, pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, c'est le fait d'être face à soi-même et vraiment se regarder de l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un entraînement aussi. En fait, là, tout ce que je vais te dire, c'est de l'entraînement. C'est vraiment de l'entraînement. Parce qu'en fait, c'est pas facile de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Tu vas peut-être avoir peur de te rendre compte de qui tu es réellement. Mais là, c'est le TOC qui parle, en fait. En fait, voilà, quand je te dis, là, tu m'entends dire, le but, c'est d'être face à soi-même. Donc, ton toc, il va tout de suite te dire, ah bah, du coup, je vais tout de suite je vais me rendre compte que je suis vraiment pas une bonne personne. Non, ça, c'est le toc qui te fait croire ça. C'est le toc qui te fait croire que tu n'es pas bien ou que tu es, en fait, tes pensées. Mais la pleine conscience, ça fait aussi partie du principe de défusionner avec sa pensée, de se déconnecter d'elle et voilà, de se dire que, ben, ce que tu es toi, c'est toi. L'idée de la pleine conscience, c'est par exemple d'être plutôt face à tes ressentis physiques. Avoir par exemple si tu as une boule dans la gorge, du mal un peu à respirer convenablement. C'est être face un peu à cette sensation que c'est ta tête qui contrôle. Alors qu'en fait, c'est ton corps qui a besoin d'être bien. En fait, dans la pleine conscience, tu vas facilement te rendre compte qu'en fait, t'es beaucoup dans ta tête, alors que bah, il y a aussi, t'as besoin en fait de te recentrer sur ton corps, la respiration, etc., etc. Et là, en fait, dans ce principe de pleine conscience, tu es dans l'empathie avec toi-même et tu es dans l'acceptation. Tu te dis, ok, j'ai ces pensées et alors? Et alors, je sais que tout ira bien. Ah oui, et j'ai pas dit encore quelque chose qui pour moi est important à rappeler, c'est l'équilibre. Parce que je sais qu'au fond, tu doutes encore en te disant, même en m'écoutant, en écoutant un petit peu le podcast et par rapport à tout ce que tu as pu traverser avant, tu te dis un peu,
Mais je sais en fait que quelque part mes pensées sont juste des pensées. Parce qu'en fait, je pense que tu l'as vu pas mal de fois, j'imagine. T'as dû voir plusieurs fois que voilà, tu n'es pas tes pensées, que c'est juste des pensées. Et en fait, t'as l'impression que ça t'aide pas. Parce qu'il y a cette angoisse du on sait jamais si c'est les pensées qui pourraient me faire passer à l'acte. C'est peut-être autre chose. Euh, c'est ce principe en fait d'alimenter ce truc de en fait au-delà des pensées, est-ce que je pourrais être capable pour une autre raison de faire du mal, de quitter ma partenaire par exemple si on est dans le cas du toc du couple, etc. etc. Ou bien alors, c'est ça, c'est vraiment l'idée de se dire qu'il y aurait peut-être une vérité ailleurs qui pourrait confirmer que tu pourrais potentiellement ne pas être une bonne personne. Et en fait, là, on en vient au fait de vouloir être absolument sûr. En fait, il y a ce côté où tu ne supportes pas le doute. Et en fait, de toute façon, le TOC, ce qu'on appelle aussi la maladie du doute. C'est le fait de ne pas supporter cette sorte d'incertitude de se dire, est-ce que vraiment je ne suis pas capable de faire du mal? Est-ce que vraiment je ne suis pas capable? Ou est-ce que vraiment je ne chercherai pas à quitter ma partenaire, par exemple, voilà, si on est dans cet exemple-là, mais ça s'applique encore une fois à tout, c'est vraiment le fait de ne pas supporter ce doute, et en fait l'idée, à un moment donné, c'est qu'il faut apprendre à le supporter, en fait, ce doute, ce côté pas sûr, ce côté doute, quoi. Et là, je veux juste, en fait, te ramener à l'équilibre. Et dans la notion d'équilibre, il n'y a pas de 100%. L'équilibre, c'est justement faire face à l'incertitude et c'est apprendre. Et c'est pas facile, c'est sûr, hein, c'est très dur, moi je le dis comme ça forcément, mais c'est tout un travail. C'est apprendre à être à l'aise avec ça. Il y a l'incertitude, mais il y a aussi et surtout le choix. Et ta capacité dans tous les cas, parce que tu le sais, c'est une phobie d'impulsion, c'est un TOC, tu es absolument une bonne personne. Une personne qui est bien, point. Et donc en fait, donc là si je reviens sur la pleine conscience, c'est pas forcément une technique en particulier. Il en existe des différentes qui justement travaillent sur cette, comme on pourrait appeler, une conscience de soi, en fait, la conscience de soi-même. Moi, si je prends mon exemple, quand je parle de pleine conscience et comment moi-même j'aurais pu l'appliquer, enfin comment je l'ai appliqué aussi, parce que je l'avais appliqué quand j'avais le TOC du couple. Moi, par exemple, je fais du Qigong. Donc c'est quelque chose que je fais les mardis. C'est une activité en fait. Et en fait, le Qigong, c'est une technique qui consiste à travailler sur ses énergies. Bon, après, moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est un sujet que j'aime aborder, qui m'intéresse, en fait, tout simplement. Je sais que ça parle pas forcément à tout le monde. Et peu importe, parce que c'est pas là-dessus, en fait, que je veux en venir, de toute façon. À toi de trouver aussi la technique qui peut te convenir. Mais juste pour t'expliquer l'exemple de de cette activité que je pratique, c'est travailler en fait aussi le mouvement, un mouvement qui va être lent, qui va apporter du bien. Par exemple aux articulations, ça permet de mieux respirer et d'avoir une meilleure conscience de son corps. Et là-dedans, en fait, moi, j'y trouve mon compte. C'est ma façon de faire de la pleine conscience. Et il y a aussi, voilà, dans ce principe-là, il y a aussi pas mal de médecine chinoise, par exemple. C'est vraiment très basé là-dessus. Mais ça peut être de la méditation, la pleine conscience. Enfin, on dit souvent, même en général, que on fait de la méditation de pleine conscience. Ça peut être plein de techniques, en fait, différentes. Qui vont être basées en fait sur cette même chose. Et si tu peux trouver une activité, quelque chose qui te parle, qui puisse te permettre de travailler cette conscience de toi-même, en fait, qui va te permettre aussi au final cette prise de recul sur toutes les pensées obsessionnelles, sur toutes ces angoisses, en fait, ça t'apprendra en fait à un moment donné à te séparer toi de tes pensées. Et bien justement, ça peut être bénéfique pour toi. Voilà. Et je t'invite vraiment à trouver ce qui peut te parler par rapport à la pleine conscience. Je voulais aussi aborder un autre point, donc là ici, parce que j'ai beaucoup parlé d'obsession, et je voulais aussi aborder les compulsions, puisqu'on parle de TOC, de troubles, enfin de TOC, troubles obsessionnels compulsifs, et je voulais faire un état des lieux, donc des compulsions les plus fréquentes, pour schématiser un petit peu l'ampleur que prend une pensée, une simple pensée, alors qu'en fait ça devrait pas. Voilà.
Donc j'ai parlé pas mal d'obsessions, de pensées obsessionnelles, je voulais aussi faire un petit état des lieux des compulsions. Donc on en a plusieurs en fait, et puis après, en fonction de... Là ça va être en fonction de qui on est, parce que encore une fois, même si on parle de TOC, qu'on a des définitions par rapport à ça, de phobie d'impulsion, qu'on a une définition par rapport à ça, des exemples de pensées, en fait les pensées d'une personne à une autre, elles ne vont pas se manifester de la même manière, et en fait de cette même manière-là, la compulsion, elle va être aussi différente d'une personne à une autre, parce que je pense qu'il faut pas oublier que voilà, on est tous toutes et tous des personnes individuelles, voilà, on va pas fonctionner de la même manière qu'une autre. Et donc on ne peut pas se raccrocher forcément tout le temps à une situation qu'une autre personne vit parce que des fois en fait nous notre TOC il se manifeste d'une façon différente, mais peu importe. En fait ce que je veux dire par là c'est que peu importe comment tu vis ton TOC, tes obsessions, tes compulsions, t'as une phobie d'impulsion, t'as un TOC du couple, t'as un TOC homo, t'as un TOC mental, etc., etc. Bref. Donc si je fais un état des lieux des compulsions, on a par exemple en premier lieu la surveillance de ce qu'on pourrait dire de son état interne, son état intérieur. C'est le fait de surveiller, ça c'est une compulsion, de vérifier des sensations à l'intérieur de nous qu'une pensée ou qu'une image procure. En fait, on cherche à vérifier quelque part, à se contrôler soi, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est de te rendre compte que tu es capable de contrôle sans le chercher. En fait, c'est quelque chose de naturel chez toi, et puis c'est tout. Tu es capable de contrôle. Peu importe si tu ressens des sensations ou que tu cherches à... Parce qu'en fait, c'est ça la compulsion. Des fois, ça peut être ça. Il y a une pensée, on se la remémore et on se dit, tiens, voilà, là, la pensée, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai eu un désir? Est-ce que j'ai eu... C'est la surveillance de son état intérieur. Est-ce que je me suis sentie heureux? Est-ce que ça m'a dégoûté? Je sais pas, voilà. Et ça, c'est cette surveillance constante. Alors qu'en fait, voilà, juste, t'es capable de contrôle, tu as toujours le choix. Et le choix, voilà, c'est naturel et c'est tout. Et ces sensations qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, c'est naturel, c'est tout. Et des fois, en fait, on peut avoir des émotions, des ressentis qui peuvent avoir ça n'a rien à voir avec la pensée, des fois. Même si on a l'impression que ça l'est. C'est pas du tout, c'est pas une vérité, en fait. C'est ça que je veux dire. Cette surveillance-là, ça va pas du tout induire une vérité. En second lieu, alors c'est pas du tout dans l'ordre, hein, c'est une liste, hein, c'est simplement une liste, on a la comparaison. Donc là, par exemple, c'est beaucoup le cas pour le TOC du couple, mais ça peut l'être en fait pour tout. Cette comparaison, donc là quand je disais TOC du couple, ça va être comparer sa relation à une autre relation, je sais pas, un couple d'amis, un couple dans d'autres familles, etc., etc. Cette comparaison, c'est se demander si c'est normal d'avoir telle ou telle pensée. Il y a le fait aussi de neutraliser. Neutraliser, c'est le fait de blâmer la pensée en fait directement et d'agir tout de suite contre elle pour chercher en fait à la stopper. En fait, c'est comme si voilà, c'est le fait de neutraliser, c'est un peu l'éléphant rose, c'est le fait de vouloir voilà, se dire maintenant j'oublie cette pensée, je veux plus l'avoir. Tenter de la stopper et en fait cette stratégie là, en fait elle va s'amplifier de toute façon. Donc forcément, c'est pas ce qui va permettre de stopper le TOC. Justement, là, tout ce que je suis en train de citer, c'est tout ce qui va l'alimenter, justement, et ce qu'il faut essayer de chercher à stopper. Ensuite, on va avoir la vérification. Bon, ça, c'est le grand classique des TOC, parce que c'est le cas, la vérification, c'est autant quand on parle de TOC physique ou de TOC mentaux. On vérifie avec des tests mentaux, par exemple. Ou bien, voilà, si on est sur le TOC physique, on va instaurer un rituel peu importe comment il se manifeste, c'est le fait voilà d'imposer un rituel, de faire des vérifications dans sa tête pour vérifier sa pensée. Voilà, c'est la même stratégie. On va se questionner sur un événement passé. Le fait de revenir, ça j'en avais parlé tout à l'heure, le fait de revenir sur une pensée qu'on avait eue il y a 3 mois, 6 mois par exemple, ou d'imaginer une pensée qu'on aurait pu avoir aussi il y a 3 mois, 6 mois. Ça peut aussi de se dire, ah si ça se trouve, si je reprends cette situation-là, qui date un petit peu, est-ce que j'ai pas eu cette pensée-là à ce moment-là? Voilà, ça on est vraiment sur ce côté questionnement d'un événement passé.
Ça reflète aussi bien un TOC. Parce qu'on fait une obsession, une fixation sur une pensée qui en plus, soit n'a jamais eu lieu, ou alors même si elle a eu lieu, en fait, à un moment donné, elle est passée. Et là, c'est le fait de revenir dessus et du coup de réalimenter une angoisse de quelque chose qui finalement est passé. On n'est plus sur le présent, on est vraiment dans le passé. On veut chercher ce qu'elle révèle sur nous, etc., etc. Et en fait, l'importance de la pensée, c'est plutôt, surtout si c'était il y a 3 mois ou 6 mois, qu'est-ce que t'en fais aujourd'hui de cette pensée-là? Là, voilà, on revient dans le présent un petit peu. Il y a aussi l'autocritique, très 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 présent quand on souffre de TOC, peu importe sa nature, la forme de TOC, je veux dire. L'autocritique, donc c'est le fait un petit peu de se demander si t'es vraiment une bonne personne. Et donc là, en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est important de travailler à côté du TOC, de travailler ton estime de toi. Parce qu'en fait, elle est facilement impactée avec les TOC. Et donc parfois, ce jugement que tu peux avoir sur toi-même, ça peut alimenter le TOC, en fait, dans certains cas. On va avoir l'évitement, et je pense que je m'arrêterai là-dessus, c'est déjà pas mal. L'évitement, donc le fait d'éviter certaines situations, grand classique, pour pas que ça génère des pensées, ou pour pas avoir, pour se dire que si on évite telle ou telle situation, on ne va pas avoir d'impulsion. Ou alors on ne va pas changer d'avis soudainement si on se confronte pas à telle ou telle situation. Et si en dernier lieu aussi, j'allais l'oublier, il y a le doute, le doute en fait. Le fait d'alimenter le doute, la caractéristique principale du TOC. Ça pareil, j'en avais déjà parlé, mais ça fait partie des compulsions, c'est le fait de douter en continu et d'essayer de chercher certitude sur un doute, de toute façon sur lequel, à un moment donné, on n'arrivera jamais à se dire je suis sûr à 100%. Et en fait, l'important, c'est d'être à l'aise avec ça à un moment donné. Donc pour résumer, en gros, si je reprends les grandes lignes, on a la surveillance de son état intérieur, en termes de compulsion, je parle. On a la comparaison, la vérification, la neutralisation, le fait de se questionner sur un événement qui est passé, l'autocritique, l'évitement et le doute. Au lieu d'être dans des compulsions que je viens de citer, il y a par exemple une autre méthode qui permet en quelque sorte de passer à autre chose. C'est une méthode que je trouve assez drôle, je trouve assez drôle à aborder. C'est la méthode Spooky. À chaque fois qu'une pensée, alors pareil, ça je l'ai repris du podcast Métamorphose. À chaque fois qu'une pensée, un questionnement, un doute angoissant survient, l'idée c'est de prendre une petite voix dans la tête ou alors à voix haute et dire un peu comme dès que la pensée arrive, c'est tout de suite se dire gna 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 avec une espèce de petite voix un peu guignole. En fait, ça aide à faire taire la pensée et à la minimiser. Et après, surtout, une fois que t'as fait ça, voilà, t'as la pensée, tu dis, la pensée elle arrive, ni 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 ni, je t'écoute pas, par exemple. Ça la fait taire, ça la minimise. Et après, et ça je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu t'engages en quelque sorte à ne pas revenir dessus. Tu peux faire même nanani, nanana longtemps, tant que tu sens que l'angoisse peut venir. Tu peux le faire, tu peux le faire vraiment tout au long du processus un petit peu angoissant. Tu peux faire nanani, nanana, je t'écoute pas. Et c'est vrai que ça fonctionne bien pour avoir testé aussi de faire diversion, parce qu'en fait c'est un principe de faire diversion, hein, c'est faire taire à un moment donné cette petite voix cette pensée en fait, parce que c'est même pas une petite voix, c'est tu prends la petite voix pour faire taire la pensée, mais en réalité, la pensée, t'as l'impression qu'elle est plus criante qu'autre chose de toute façon. Mais c'est vrai que ça aide bien de faire diversion, quoi. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu passes quand même à autre chose. Et en fait, faut pas se mentir, à un moment donné, l'humour, c'est vrai que ça marche pour beaucoup de choses. Et je trouve que cette méthode, elle est assez intéressante. Ça revient aussi au fait de compter dans sa tête aussi, ça peut être ça. C'est peu importe. Après, l'idée c'est vraiment de presque de parler sur sa pensée. C'est dès que la pensée arrive, ou je parle tout de suite, je parle dans ma tête en même temps que la pensée qu'elle arrive, ou je parle à voix haute pour justement lui dire de hop, c'est bon, t'es là, mais je prête pas attention à toi. Tu sers à rien. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'idée.
Après, la thérapie qui est la plus efficace, et j'en parlais au tout début du podcast, pour traiter les TOC, et le mécanisme des TOC aussi, parce qu'on le TOC en général, mais surtout le mécanisme pour pouvoir agir dessus, quand on parle d'obsession, pensée, obsession, compulsion, c'est la thérapie cognitive et comportementale, voilà, que j'aimerais aborder. Cette thérapie, c'est l'idée que nos pensées, nos émotions et nos comportements, pour t'expliquer un petit peu en quoi ça consiste concrètement, tout ça, l'idée c'est que c'est interconnecté. Les pensées, les émotions, les comportements. Et lorsqu'on a des pensées qui sont dites dysfonctionnelles, dérangeantes, des pensées horribles, qui sont des obsessions, en fait, ces obsessions, ces pensées, elles vont à un moment donné influencer nos émotions, mais aussi influencer nos comportements. Alors, quand je dis influencer les comportements, encore une fois, c'est pas pour dire que la pensée, c'est te faire passer à l'acte. Pas du tout. Je parle de comportement compulsif. Donc ça veut dire, en gros, tu vas tout de suite. Alors c'est un peu le fait de presque dépendre entre très grands guillemets. C'est quand la pensée arrive, c'est le fait de chercher un comportement pour contrer cette pensée. Alors on est vraiment dans le cadre des compulsions. Et dans comportement, on a aussi toute la liste que je viens de citer de compulsions dites, là j'étais essentiellement sur le mental, mais c'est la même chose. Un comportement mental, un comportement physique, peu importe. C'est le même mécanisme de toute façon. Voilà, c'est en aucun cas le comportement lié au fait que la pensée va te faire passer à l'acte. Absolument pas. Ces comportements, en tout cas, voilà, où je voulais en venir, compulsifs, je parle, ça peut renforcer les pensées, et en fait, ça crée ce cercle vicieux. Voilà, je parle de comportement compulsion. Le but de la TCC, donc de la thérapie cognitive et comportementale, c'est de rompre, en fait, ce cercle. Concrètement, la thérapie, elle va s'appuyer sur l'idée que même si on ne peut pas toujours contrôler nos pensées, et de toute façon ce sera toujours le cas, même après une TCC, on ne contrôlera pas forcément nos pensées, puisque c'est humain de toute façon. On en a quand même, je crois, à peu près 6000 par jour. On peut apprendre quand même soit à les comprendre. Alors quand je dis comprendre, c'est pas forcément vérifier la pensée ou l'analyser, justement, ça c'est contre-productif. C'est plutôt chercher à se focaliser sur soi, à se comprendre un petit peu soi-même, pour un petit peu dissocier, alors j'aime pas ce mot-là, dissocier, mais déconnecter la pensée de ce que tu es réellement. Voilà, je vais dire ça un petit peu comme ça. C'est apprendre aussi, donc, à travers la TCC, apprendre à ne pas leur accorder de pouvoir. Et en fait, être en capacité à les remettre un petit peu en question. Donc c'est un petit peu en mode prise de recul, mais pas remettre en question dans le sens vérifier, mais plus remettre en question juste le fait de ok, j'ai eu cette pensée, mais je pense que je peux avoir autre chose à côté. Je peux avoir une autre pensée plus positive, et c'est à celle-là que j'ai envie de m'accrocher, par exemple. C'est vraiment voilà, on n'accorde pas de pouvoir à la pensée négative, à la pensée qui a fait du mal. On accorde de l'importance à la pensée qui était positive. Voilà. L'objectif, c'est d'apprendre à mieux gérer en fait ainsi les pensées intrusives et ne pas y répondre par des comportements compulsifs. Et en fait, la TCC, elle permet aussi de comprendre que la pensée, elle n'est pas le comportement qu'on va forcément produire derrière. Voilà, c'est vraiment, là, on rompt le mécanisme en fait. Et c'est le principe clé pour se libérer d'un tox, c'est de rompre le mécanisme. Tu as le contrôle de ton comportement. Et en fait, l'objectif, c'est de t'en rendre bien compte. C'est de prendre conscience que tu as le contrôle de ton comportement, le contrôle de ta compulsion, et même tu as le choix en fait de ce que tu veux faire de ça. Bon voilà un petit peu de théorie. La TCC elle repose sur quelques principes. Je vais peut-être pas tout dire, mais voilà, je vais dire ceux qui me paraissent les plus importants. On a les schémas cognitifs. Donc c'est les façons de penser qui sont souvent irrationnelles ou qui sont déformées. Donc, par exemple, une personne qui a un TOC peut avoir un schéma cognitif comme celui de se dire tout doit être parfait, sinon ça va entraîner une catastrophe. Ce type de pensée, elle exagère en fait les risques
les risques réels, et en fait elle alimente l'anxiété. Donc là on est vraiment sur le point de vue des schémas cognitifs à modifier. On a l'importance de la confrontation graduée, qu'on appelle. Donc la TCC, elle repose en fait sur un principe d'exposition, une exposition qu'on appelle progressive, à ce qui déclenche l'anxiété. En fait, on va chercher à s'exposer à ce qui déclenche l'anxiété, mais on va pas faire de compulsion derrière, parce que c'est ça qui alimente finalement le TOC. Ça permet de désensibiliser la personne à la source de son anxiété et de lui montrer qu'elle peut en fait supporter la peur sans recourir à des rituels. La restructuration cognitive, c'est un processus où le thérapeute aide la personne à identifier et à corriger les pensées irrationnelles qui alimentent les TOC. C'est l'idée c'est de remplacer ces pensées par des pensées plus réalistes et en fait moins angoissantes. J'aimerais maintenant te parler d'un programme, donc du programme en fait que je recommande le plus, qui a été créé par Cédric Dodon. Donc t'en as peut-être déjà entendu parler. Cédric Dodon, c'est un psychologue cognitiviste spécialisé en TCC justement et aussi en EMDR. Bon après le EMDR c'est pas forcément la partie qui va s'accentuer sur le TOC, mais juste pour t'expliquer si tu connais pas, le MDR, c'est une technique qui est utilisée par des psychiatres ou des psychologues qui sont certifiés, qui vise en fait à traiter les traumatismes, le stress post-traumatique notamment, grâce au mouvement des yeux, les mouvements oculaires, entre autres. Il y a aussi autre chose. Parce qu'en fait, si je reprends l'exemple des mouvements oculaires, ça aide à retraiter une information qui serait mal inscrite dans le cerveau, d'essayer de la repositionner convenablement. Voilà, pour pouvoir en fait traiter ce qu'on va appeler un traumatisme. Bon, c'était une petite parenthèse explicative, mais ce programme, elle suit surtout la thérapie cognitive et comportementale parce que, encore une fois, c'est l'une des techniques les plus efficaces quand on parle de TOC et de mécanismes de TOC, pensée, obsession, compulsion physique, compulsion qu'elle soit physique ou mentale, pardon. Cédric Dodon, il a créé ce programme parce qu'il avait beaucoup de demandes de consultation, des personnes qui voulaient consulter lui, parce que c'est vrai que pour avoir échangé avec lui de vive voix, il aborde les choses avec beaucoup d'humour et ça aide vraiment à relativiser, à dédramatiser les TOC et les phobies d'impulsion, parce qu'il y a un aperçu assez dramatique, enfin, dans la majorité, enfin, tout le temps, hein, voilà, pour une personne qui a des phobies d'impulsion, il y a un côté assez dramatique pour quelqu'un qui en souffre. Voilà. Mais ce psychologue, Cédric Dodon, ne pouvait pas prendre tout le monde à un moment donné. Donc l'idée, c'était quand même d'aider ces personnes qui ont des phobies d'impulsion grâce à son programme qui a été créé en 2022 et qui en fait s'est avéré très efficace chez beaucoup de personnes. Et il y a même des personnes qui ont constaté des résultats dès les premières semaines très rapidement. C'est un programme qui s'effectue en fait vraiment en ligne avec on va dire, j'ai pas compté exactement les vidéos, mais une vidéo à raison de tous les jours sur un mois, donc à peu près une trentaine de vidéos. Et dans l'idée, c'est d'en regarder une chaque jour. De toute façon, le programme il s'ouvre au fur et à mesure dès que tu regardes une vidéo, et bien en fait à un moment donné tu vas avoir accès à l'autre vidéo et encore une autre, tu n'auras pas accès à tout dès le départ. Comme ça au moins tu es sûr de pouvoir appliquer chaque conseil parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir prendre le temps de bien appliquer les choses, d'appliquer les conseils, les exercices pour voir une belle amélioration sur un mois. Après, puisque c'est accessible à vie, on peut y revenir plusieurs fois. Refaire justement les exercices proposés, le plus possible pour se libérer du mécanisme du TOC de façon irréversible, de façon définitive. Je recommande ce programme en fait parce que de mon côté, c'est justement le fait d'avoir pu suivre une thérapie cognitive et comportementale et le fait d'appliquer des exercices quotidiennement qui m'a sorti du TOC du couple que j'avais. Et en fait, c'est cet entraînement qui fournit des résultats à long terme. Et ça, je le répète, de toute façon, tout ce que je dis là dans le podcast, c'est vraiment une question en fait d'entraînement. Ça viendra pas comme ça en fait d'un coup, c'est vraiment une question d'entraînement. Tout en ayant, et là en fait dans le cas de ce programme, l'idée c'est d'avoir toujours quand même un contact avec
un professionnel qui connaît en fait le TOC qui te concerne. Tu as des phobies d'impulsion, mais en fait l'idée c'est d'avoir un professionnel qui connaisse les phobies d'impulsion. Si tu as le TOC du couple, l'idée c'est que le professionnel connaisse le TOC du couple. Ça c'est vraiment super important, d'avoir vraiment un professionnel en face de soi qui connaît vraiment le trouble. Et là ici, Cédric Dodon connaît de toute façon ces deux troubles. Dans le cas de ce programme, tu peux joindre Cédric Dodon, pardon, par mail ou par téléphone quand il est disponible. Parce qu'après, il est très prisé, mais l'idée, c'est que tu restes pas sans réponse non plus. C'est que si jamais tu as une question, tu peux la poser par mail ou demander un appel téléphonique. Le but, en fait, c'est que tu t'en sortes. Donc, si tu as besoin de conseils qui soient plus personnalisés à ta situation, c'est de toute façon tout à fait possible d'en demander, même si c'est un programme en ligne, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important aussi. Et voilà, un contact avec quelqu'un qui s'y connaît à la fois en TOC du couple, phobie d'impulsion, vraiment les TOC mentaux, en fait, en général. Le programme, il est très axé phobie d'impulsion, donc c'est vrai que ce trouble anxieux reviendra à chaque fois dans les vidéos, dans les exercices. Donc si tu as un autre TOC, l'idée ce sera surtout de faire du lien avec ta propre situation, ta propre problématique. Mais pour avoir vu les exercices aussi, les exercices ils sont appliqués aussi à ta situation autre, même si tu as le TOC homo par exemple, ou un TOC orienté sur l'obsession d'être potentiellement schizophrène. Si tu as le TOC du couple, ça s'applique aussi par exemple en fait aussi. C'est pour ça que je parle à la fois de TOC du couple, phobie d'impulsion, et que je fais le lien avec ce programme, c'est qu'il est pertinent en fait pour tous ces différents troubles. Et tous ces TOC en fait de toute façon ils sont de même nature. Ça veut dire qu'ils prennent dans tous les cas le même mécanisme. Donc les exercices, ils sont pertinents à mettre en place dans ton quotidien aussi. Et si en ayant regardé la présentation de ce programme que je te mettrai dans la description, si tu sais pas s'il pourrait te correspondre ou répondre à ta problématique, tu as la possibilité de réserver un premier appel gratuit, c'est totalement gratuit avec moi. Je te mettrai le lien en description, j'ai déjà dû le dire, il me semble. L'idée, c'est absolument pas de te dire, bien évidemment, de prendre le programme coûte que coûte, c'est justement déjà de t'orienter vers un accompagnement adapté. Et si le programme ne serait pas adapté à ta situation, ou simplement pour te donner des conseils pour que tu puisses y voir plus clair, ou bien de t'orienter vers le programme si c'est pertinent. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de voir si c'est adapté à ta situation, te proposer d'autres conseils adaptés si c'est pas le cas. L'intérêt, c'est vraiment que tu t'en sortes. Et de toute façon, si tu ne constates absolument aucun résultat au cours des 2 premières semaines après avoir commencé le programme, Cédric Dodon s'engage à te rembourser. Parce que voilà, l'idée c'est vraiment que ça te soit bénéfique, si c'est adapté à ta situation. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici, et même je te remercie aussi si tu as écouté que quelques parties de ce tout premier épisode, parce que c'est vrai qu'il est assez long au final. J'espère que tout ce que j'ai dit pourra t'apporter et que ça te permettra de te détacher de tes pensées obsessionnelles, et que cet état d'anxiété aussi, et de cet état d'anxiété aussi, c'est très important surtout. Je te mets en description tous les liens vers des ressources qui peuvent t'aider. Et si tu es concerné par le TOC du couple, j'ai créé un e-book qui présente 8 techniques pour stopper le TOC du couple. Ça peut peut-être t'aider. C'est des techniques à appliquer au quotidien. Et pour en finir, je veux te rappeler que c'est de l'entraînement. Je l'ai déjà dit au fur et à mesure, je crois, du podcast, mais l'idée c'est vraiment d'appuyer là-dessus parce que c'est la clé. C'est l'entraînement, c'est le fait d'être régulier dans des exercices, de s'engager à éviter les compulsions par exemple, et le fait aussi de ne pas lâcher, même quand c'est dur, parce que c'est ce qui te permettra d'aller mieux et de ne plus souffrir de ces TOC. Voilà. Et donc sur ce, eh bien je te dis à bientôt.